transcripteur, compositeur, mais c'est pour ses fabuleux talents de pianiste qu'il est acclamé et qu'il devient une véritable vedette de son vivant. C'est la fameuse listomania. On lit parfois tout et n'importe quoi sur le sujet, il y a beaucoup de légendes. Je suis donc allé interroger Jean-Yves Clément, biographe de Franz Liszt et directeur artistique du festival Listomania qui a lieu tous les ans fin octobre à Châteauroux. J'ai commencé par lui demander d'où venait ce terme. En fait, l'origine du mot, exactement, c'est l'histomanie, et c'est un terme très précis, inventé par le perfide et néanmoins écrivain franco-allemand Heinrich Heine, dans les années, je crois, 1840 ou un peu avant, au fort de la grande gloire de Liszt, et il voulait se moquer par là de ce phénomène contagieux d'hystérie, souvent féminine, dont était empreint ce phénomène Liszt, comme ça, qu'on découvrait. Rappelons que Liszt a été le Michael Jackson de l'époque, une rockstar, et qu'à lui tout seul, en 1840, donc précisément, il a inventé le terme de récital, c'est-à-dire cette façon monomaniaque de se mettre seul en scène. Mais l'intérêt de Liszt, c'est que lui, il jouait les autres, donc il y avait un côté serviteur dans cette démarche. C'est ce qu'on appelle la Glanz période, je crois, la période de gloire entre 1839 et 1847. Il se lance dans une série de concerts. Pourquoi est-ce qu'il se lance dans cette série de concerts ? Pour se faire connaître, c'est un virtuose hors norme. Personne n'a entendu un pianiste de cette qualité-là. Donc il franchit les frontières. Il est le premier à jouer devant des salles gigantesques, à la Scala de Milan ou ailleurs. En plus, en apostrophant le public, en lui demandant d'improviser sur des thèmes choisis. Enfin, tout ça est neuf et nouveau. Et finalement, il fonde un statut qui perdure jusqu'à aujourd'hui, celui du musicien roi, soliste, adoubé par les foules, un statut que pourtant lui-même a rejeté, puisqu'il faut savoir que Liszt, au terme de sa période de gloire, arrêtera le concert pour passer à des choses plus sérieuses, entre guillemets, la composition et autres. Donc à 35-36 ans, il n'y a plus de carrière de Liszt. Effectivement, sur la forme, c'est quelque chose qu'il invente seul en scène, avec un piano de profil pour qu'on puisse le voir. D'ailleurs, c'était une belle personne, ce qui a sans doute joué aussi. Il jouait de mémoire, ce qui ne se faisait pas à l'époque. Enfin, c'est très novateur tout ça. Oui, c'est novateur, c'est nouveau, il invente tout d'un coup. Ce que vous dites est une façon d'être en scène, comme ça, de charismatique. Mais il faut se rendre compte qu'on connaissait rien de tel à l'époque. Ni ce spectacle, ni ce côté showman, et ni cette musique un peu délirante qui excitait les nerfs. Donc ça faisait beaucoup en même temps. En plus, on l'a dit, il était beau. Voilà, les femmes étaient un peu coincées par la bourgeoisie régnante. Bon, Liszt était leur rebelle et leur sauveur, hein, c'est ça. Il n'y avait pas le cinéma à l'époque, il n'y avait pas les mauvaises séries. Donc il y avait Liszt. Alors comment ça se manifeste, cette espèce de maladie listienne ? Il y a des histoires qui circulent, des femmes qui se battent pour un gant, qui veulent récupérer le fond de ces tasses de café, ces cordes de piano cassées pour s'en faire des bracelets, même ces mégots de cigares pour en faire des médaillons. Est-ce que tout ça c'est vrai ou ça fait partie de la légende de Franz Liszt ? J'y étais pas, hein. Mais comme dans toutes ces légendes, ces mythes, il y a une part de vérité et de fantasme. Ça va aussi avec le genre, avec l'hystérie. La vérité, c'est qu'il est effectivement très beau, très séduisant, qu'il plaisait aux femmes et qu'il invente ce système qui fait qu'on l'adule, qu'on l'idolâtre. Liszt fascine. Une fois qu'un piano était cassé, il était venu à bout, il poussait l'instrument, un autre venait sur scène. Il y a un côté tauromachique dans tout ça. Mais encore une fois, c'est aussi pour faire de la musique. Et l'intérêt, c'est que Liszt, avec sa façon orchestrale, opératique, théâtrale, nouvelle de voir le piano, il fait aussi avancer la facture de l'instrument. Avec Liszt naît un piano plus moderne et bientôt définitivement moderne grâce à la marque Erard dans les années 1860. Donc Liszt, finalement, il est à l'origine de tout, d'une façon nouvelle de faire la musique, de la donner, mais aussi d'un instrument qui va aboutir au piano moderne. Comment est-ce qu'il le prenait, ce statut de rockstar ? Est-ce qu'il en jouait ? Est-ce que ça lui plaisait ? Ou au contraire, il le regrettait ? Mais c'est presque le contraire. Parce que de même qu'il s'en servait pour servir les autres, il n'aimait pas ce côté, mais comme il disait, ménestrel, valet, saltimbanque, tous ces termes sont dans sa correspondance. Il savait qu'il arrêterait un jour, parce que tout ça le fatiguait. Rendez-vous compte qu'en 10 ans de période de gloire, Liszt a franchi 100 000 kilomètres et a donné plus de 1000 concerts en empruntant les diligences de l'époque. Il n'y avait pas encore le chemin de fer. C'est hallucinant quand on y pense. Donc il s'y épuisait, il y passait toute son énergie. Il fallait bien qu'un jour ça s'arrête, sinon il serait mort sur scène. Sur les raisons de l'arrêt de cette tournée, il était trop fatigué, il en avait marre. Ah non, c'est très défini. Il arrive à la moitié de sa vie et il voulait surtout passer enfin plus sérieusement à la composition. En plus, ça coïncide, comme souvent dans la vie, à la rencontre de la deuxième femme de sa vie. Après la comtesse d'Agoult, il va rencontrer la princesse Wittgenstein. Et
cette rencontre va aller de pair avec un approfondissement de sa vie dans tous les sens du terme, religieux aussi, puisqu'on sait qu'il ira jusqu'à emprunter les ordres mineurs en 1865. Donc c'est vraiment une deuxième vie pour lui, résolument. Il n'a jamais regretté d'avoir franchi le cap. Et rappelons-nous que Liszt, toute sa vie, a donné des concerts de charité, et ça, il continuera à le faire. C'est lui qui jouait dans les asiles, les prisons, et là aussi, il a tout inventé. Venons-en à la chanson de Phénix. Déjà, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous l'avez écouté il y a 10 ans. Oui, ça m'intéressait à l'époque où j'étais commissaire de l'année Liszt en 2011. Et je m'étais intéressé à ce groupe, à ces gens, parce que je trouve que la chanson est belle, bien faite, harmoniquement, c'est intelligent. Bon, on sent que c'est des jeunes gens un peu accomplis. C'était pas du tout débraillé, justement. Donc ça me plaisait. J'ai essayé de m'en rapprocher, mais en fait, ça s'est pas fait. Liszt dépasse les genres, les bornes, les possibilités. Donc il faut essayer de réunir toutes ces bonnes volontés quand elles sont de qualité, quand on prétend diriger un festival. Donc c'était aussi l'optique. Mais un jour peut-être, oui, ça me plairait. On a les Listomania en 20 ans en 2021. Et ben j'ai qu'à inviter Phénix. Voilà. Dernier point, est-ce que vous considérez Franz Liszt, il a la reconnaissance aujourd'hui qu'il devrait avoir? Non, pas encore. Mais c'est souvent ça un peu avec les messies, les prophètes, surtout quand ils vont dans toutes les directions. Ils sont un peu dispersés et on n'arrive pas à les, surtout en France, on n'arrive pas à les ranger quelque part pour cause. Et en fait, ça les dessert paradoxalement. Mais quand même, on en parle de plus en plus et son temps viendra. À l'échelle de l'humanité, c'est rien, 100 ans. Merci, Jean-Yves Clément, d'avoir répondu à mes questions. C'est moi qui vous remercie.